crazy mother. Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre « Ma vie est un labo et la vôtre aussi » et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. No, I'm not a writer. Okay. Dans un précédent podcast, je vous expliquais qu'un créatif n'était pas forcément artiste et qu'en revanche, un artiste était toujours créatif. Ça y est, je vous ai perdu ? Vous avez mal à la tête ? Je sais. Mais ça va bien se passer. Je vais donc vous expliquer cette nuance plus qu'essentielle pour comprendre le fondement de mon travail et la véritable définition de l'artiste. J'ai d'ailleurs été traîner ma voix et mes oreilles cette semaine sur Clubhouse, la nouvelle application que je trouve vraiment intéressante et dans laquelle j'ai évidemment eu des questions concernant mon métier. Artistologue, c'est quoi ? Alors, je prends soin de l'expliquer de façon concise, mais surtout le plus clairement possible. J'indique que j'aide les gens à révéler l'artiste qui se trouve en eux et je précise que ce n'est pas que la créativité ni que le secteur artistique, mais qu'il s'agit plutôt d'une façon d'être présent au monde. Pourtant, bien qu'en le précisant, je remarque au fil de la conversation, la plupart des gens retombent dans le travers de l'artiste, sur le côté artistique, donc celui qui se trouve sur scène ou avec des pinceaux. C'est d'ailleurs fascinant de constater à quel point notre cerveau fige un mot à sa définition, même si on vient à l'instant de l'élargir. Pour l'intégrer, il est donc nécessaire que je prenne le temps d'étoffer mes explications lors d'un échange avec quelqu'un. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette philosophie de l'artistologie, parce qu'elle aide énormément à s'appuyer sur la profondeur et l'intention des propos, plutôt qu'à la forme, et donc elle permet de sortir des sillons très limitants de notre cerveau. Alors, quelle est la différence entre créatif et artiste ? Être créatif, c'est mettre en forme une idée. Être artiste, c'est mettre du cœur, de l'âme, dans ce qu'on crée. Vous savez, c'est toujours cette fameuse différence entre le fond et la forme. L'artiste navigue toujours dans le fond, le créatif, pas nécessairement. Et sur mon parcours, j'ai rencontré plein de créatifs, mais finalement très peu d'artistes, et bien malgré eux d'ailleurs. Pour exemple, en 2011, j'étais bénévole dans une radio locale avec mes 2 comparses de l'époque. Nous animions une émission hebdomadaire qui consistait à faire découvrir des talents et des acteurs culturels de la région. Lors d'une émission live, 2 musiciens sont venus présenter leur album. Ça faisait 15 ans qu'ils tournaient dans un orchestre de bal, c'est-à-dire des reprises pour animer des soirées, faire danser les gens, etc. Et là, ils avaient eu l'envie de créer un album avec leur propre composition. Super ! Je trouvais ça génial d'oser se lancer dans la création d'une œuvre musicale qui leur est propre, c'est même plutôt ce que j'ai tendance à encourager. Mais à mon grand désespoir, après avoir écouté quelques morceaux, j'avoue être resté perplexe. Pas parce que j'aimais ou que je n'aimais pas, on s'en fiche, à vrai dire, je n'avais aucun avis sur la question, mais tout simplement parce qu'il n'y avait rien, en fait. C'est-à-dire que leurs morceaux étaient techniquement super en place, extrêmement bien joués, très lichés, et pourtant, rien ne vibrait, tout était plat. C'était une sorte de création vide, lisse, dans laquelle il n'y avait aucune âme. Évidemment, avec ma franchise légendaire, j'avais exprimé combien le morceau était très bon techniquement, il n'y avait rien à redire là-dessus, mais par contre, ils n'avaient rien livré d'eux. C'était du vu et revu, aucune implication, aucune prise de risque, aucune mise à nu. Alors évidemment, eux, ils étaient super fiers. On sentait qu'ils étaient contents parce qu'ils en avaient mis plein la vue en démontrant à quel point ils jouaient super bien. Ils voulaient juste faire du beau, du propre, créer un truc qui plairait au public, et puis surtout aux producteurs. Et même si d'apparence cela semble parfait pour notre petit ego, c'est finalement trop lisse et il n'y a personne dans la coquille. Or, la perfection, ce n'est pas ça. La perfection se trouve dans la justesse, dans ce point d'harmonie, dans ce moment où la pureté et la vérité se relient. Et très concrètement, ce moment ne se réfléchit pas, il se ressent. Et pour y arriver,
il faut le vivre. L'artiste, lui, il est dans tout ce qu'il vit, dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il crée. Tout le monde ressent lorsque quelqu'un crée uniquement dans le but de nourrir son ego. Tout le monde ressent si l'âme s'est réellement présentée au cœur d'une création ou pas. On le sait, mais on n'en est pas forcément conscient. C'est parce qu'on ne prête pas attention à ce qui nous traverse que bien souvent on s'arrête à la forme du paquet cadeau. En fait, bien souvent, on se laisse traverser cérébralement parlant, parce qu'on est très formaté pour ça, mais on n'est pas forcément touché au plus profond de nous, dans notre cœur ou dans nos cellules. Et ça me rappelle d'ailleurs une citation de Jeff Richards qui expliquait « La créativité sans stratégie, cela s'appelle de l'art. La créativité avec stratégie, cela s'appelle de la publicité. » Et je trouve que ça résume clairement cette grande différence qu'il peut y avoir entre un créatif et un artiste. Nous sommes tous créateurs, c'est certain, mais nous ne laissons pas forcément parler l'artiste. J'irai même plus loin en disant que la plupart du temps, nous créons d'une manière assez reproductive uniquement pour rentrer dans les cases. Et ça rejoint la notion de modélisation et d'innovation dont je parlais dans mon podcast « L'artiste, champion de l'innovation ». Parce qu'être artiste, c'est justement sortir des schémas de reproduction. Et on a peur de ça. On a tous peur de ça. C'est normal et c'est un comportement très humain au vu du monde cloisonné dans lequel on vit, parce que dès qu'on est un peu à part ou qu'on tente quelque chose de nouveau, on est évidemment montré du doigt. La raison principale vient du fait qu'on ne nous apprend pas à être, mais à modéliser tout au long de notre parcours. On ne nous aide pas à grandir, mais on nous demande d'ingurgiter et de recracher en faisant pareil. Notre façon d'aborder le monde ou la vie est finalement très académique, et même la manière dont l'art est enseigné tend plutôt à former de futurs professeurs que des artistes. C'est bien dommage. Tout n'est que modélisation et reproduction dans notre société. Parce que suivre les traces indiquées, quelque part, c'est rassurant. Dans les entreprises, dans les sujets de vidéo, les magazines, partout, on copie, on reproduit. Comme on parle de la même chose, on est à peu près sûr et certain que ça fonctionne et que ça vende. Mais comme je ne cesserai jamais de vous le répéter, cette façon de faire ne rassure que l'ego et pas l'être humain profond que nous sommes. Notre cerveau utilise très bien l'ego pour prendre les chemins balisés car ils apparaissent sécurisants et notre caboche, on le sait, a besoin d'être sécurisé. Lorsqu'on est enfant, on modélise naturellement nos parents, les mimiques ou les postures, parce qu'un enfant n'a pas encore la notion de qui il est. Il passe donc par l'autre pour s'appréhender. Et le truc, c'est que lorsqu'on grandit, si on ne se pose aucune question et qu'on ne creuse rien de nous-mêmes ou du monde qui nous entoure, très inconsciemment, on reproduit encore et toujours sans réussir à rencontrer la profondeur de qui nous sommes. On reste sans cesse à la surface. On reproduit en fonction des lignées générationnelles ou de ce que la société attend de nous, un schéma familial qu'on réitère, une carrière qu'on aborde sans réelle conviction, et j'en passe. Du coup, on ne s'accorde aucune possibilité de sortir des sentiers battus, de visiter d'autres parties de nous-mêmes et de découvrir d'autres endroits. On écarte tout ce qui permet la différence, les découvertes et l'innovation. Ça marche partout comme ça. Dans ce monde, c'est bien plus dur de prendre le risque d'être soi, de plonger pour se découvrir en tentant quelque chose de nouveau, que de créer quelque chose qui rentre parfaitement dans les codes. Nous avons pris l'habitude de rester coincés dans notre cerveau au lieu de naviguer aussi dans la profondeur et dans nos sens qui nous permettent de vivre et de réfléchir autrement, c'est-à-dire en quittant les grands axes. Du coup, tout ce qui apparaît différent, voire unique, est jugé, interprété, parce que tout ce qui sort du cadre déclenche de la peur. Parce que c'est inconnu, c'est potentiellement dangereux, alors que non, c'est juste différent. Ce n'est pas ceux qui sortent de l'ordinaire qui devraient se remettre en question quant à leur place dans cette vie. Et c'est pourtant trop souvent eux qui doivent le faire. Mais c'est plutôt à la société de regarder à quel point les talents sont gâchés, broyés même.
juste parce que la différence fait peur et qu'on ne sait toujours pas l'aborder. Le monde avancerait bien mieux si on les laissait exprimer toute la richesse dont ils sont dotés. Ce sont les convergences de nos différences qui font avancer ce monde, pas la similarité. Pour réussir ce pari fou, il faut évidemment apprendre à écouter et regarder autrement. L'artiste qui prend en main son existence en décidant de l'explorer ne fige rien de lui-même et sa vérité ne va tuer personne. Au travers de qui il est et de ce qu'il exprime, il apporte juste un nouvel éclairage, une autre vision, un autre chemin qu'il révèle au monde. Point. Et je rappelle que l'artiste n'impose rien, il propose en partageant ce qu'il est et ce qu'il vit. De manière très concrète, on ne peut pas juger l'œuvre d'un artiste, quelle qu'elle soit, parce qu'on ne peut tout simplement pas juger la vérité. Le créatif crée juste parce que ça lui plaît, et pour revenir à la citation de Jeff Richards, il peut donc faire de la pub aisément. Quant à l'artiste, lui, il œuvre. Il crée constamment parce que son être est présent dans tout. Dans sa vie, dans un texte ou quoi que ce soit d'autre, il se met à poil dans l'expérience qu'il traverse. De ce fait, il se risque à dépasser les conditionnements, mais c'est aussi grâce à ça qu'il accède au sens profond. Bref, il dépose sa vérité dans tout ce qu'il crée de son existence. Et la vérité n'a pas de règle. Elle ne suit pas un modèle. Elle est propre à chacun. Lorsque cette vérité est la même pour tous, il s'agit plutôt de celle qui ressort de la logique universelle. Alors, j'ouvre une parenthèse, si ce sujet sur la vérité vous intrigue, sachez que j'ai fait une masterclass que vous trouverez en lien dans le descriptif de ce podcast, parenthèse fermée. Donc, quoi qu'il en soit, la vérité, elle est. Point. Capter les subtilités d'une création est très aidant pour réussir à la déceler, cette vérité. Elle ne se lie évidemment pas avec le cerveau, elle ne s'explique pas, elle se ressent. D'ailleurs, ça me rappelle une artiste du secteur artistique pour le coup, Émile Ferris. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite vraiment à aller voir son travail parce que waouh! Émile Ferris, c'est une illustratrice qui s'est battue contre une méningo-encéphalite et qui a mis 6 ans à créer une bande dessinée d'exception dont le titre est « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Ça en dit long. Ce livre de 800 pages d'illustrations, rien que ça, sort complètement des codes de la BD. Tout est fait au stylo bille, sur un type de papier quadrillé, un peu cahier de brouillon, mais qui n'en est pas vraiment un. Je vous explique même pas la finesse du travail. Et il y a également une narration extraordinaire, bref, une véritable œuvre d'art. Et pourtant, son chef-d'œuvre a été refusé 48 fois par des maisons d'édition. Seul un éditeur indépendant a pris le risque de l'éditer, parce que, évidemment, réussir à capter ce qu'une âme vient de déposer n'est pas donné à tout le monde, et ça demande aussi de prendre un risque en sortant des schémas, justement. Bien sûr, il ne le regrette pas du tout, puisque son livre a reçu un franc succès, et Émile Ferris a été primé de nombreuses fois. Magnifique. Ce qui importe le plus à l'artiste, c'est la vérité et le cœur qu'il place dans sa conception. Et pour cela, il se doit d'y être présent. Il ne réfléchit pas ni à demain, ni au résultat, ni si son œuvre va plaire, mais plutôt à la quintessence et à la vérité qu'il dépose dans cette création. Et ce, quelle que soit sa conception. L'artiste ne peut pas vivre dans les faux-semblants. Par exemple, il ne peut pas fonder un couple sur des raisons superficielles. Confort, finance, pour ne pas être seul, pour répondre à une conformité ou toute autre chose. Il peut pas. Il ne peut pas parce que si tel est le cas, il s'éteint. S'il rentre dans une relation de couple, c'est parce que le fond est présent, c'est-à-dire l'amour. Ce n'est pas le superflu qui le nourrit, mais l'essence même de ce qu'il vit. Il se place au cœur de toute création. Et comme la création est partout, l'artiste se place donc partout. Lorsqu'il fait à manger, il est en train de créer. Vous n'avez jamais constaté que malgré le fait qu'on applique tous à la lettre une recette avec tous les ingrédients, à la minute près, la réussite d'un plat ne se détermine pas à cet endroit. Si un plat est bon, c'est parce qu'on a mis du cœur à le faire. C'est parce qu'on y met toute notre âme. Chez l'artiste, la création prend souvent 3 aspects.
Premièrement, elle vient de sa capacité de transformation, parce qu'il a ce don de tout transformer sur son passage. Peu importe ce qu'il vit, il en fait quelque chose, et notamment ce qu'il traverse de difficile, il réussit à le transmuter grâce à la création, parce qu'il le dépose sous cette forme. Grâce à ça, il prend la responsabilité de ce qu'il vit, au lieu de le recracher sans cesse sur les autres. Il le dépose différemment. Deuxièmement, sa création peut tout autant venir d'une force qui vient le chercher par les tripes, et qui le pousse à déposer quelque chose qui sera important pour tous. Il n'en est pas conscient, il ne sait même pas pourquoi il le fait, mais parce qu'il a l'habitude justement d'être là, il sait qu'il doit le faire, il sait qu'il doit mettre en place cette création. C'est un message détourné et universel qui parlera à l'ensemble, et ça, il le comprendra bien plus tard. Et enfin, elle se retrouve aussi dans sa vie personnelle, car la vérité de ce qu'il vit est puissante. Concevoir un enfant avec l'amour qui lie deux êtres n'a quand même pas la même teneur que de donner vie juste parce que c'est la suite logique chez les mammifères que nous sommes. Alors, si l'on veut vraiment avancer dans ce monde, il va donc falloir remettre la logique fondamentale au cœur de nos systèmes, c'est-à-dire la vie avant le cerveau, et donc l'être avant l'ego. C'est là que nous allons vraiment grandir et devenir des êtres humains à part entière. Et pour ça, il est de notre devoir d'être libre, d'emprunter notre propre voie et d'assumer notre existence. C'est en allant dans ce sens qu'on innove et qu'on réussit. C'est-à-dire mettre l'artiste au premier plan sans penser aux résultats, et ce, dans tout ce qu'on vit. Monter son entreprise, former une famille, créer du contenu, il est indispensable qu'il y ait de la substance, de l'âme. Sinon, c'est fake. Ce n'est pas l'ego qui doit être mis en jeu, mais la vérité que notre être profond exprime. Et pour y arriver, nous allons devoir inverser le sens avec lequel nous avons l'habitude de fonctionner. Alors, c'est un choix qui nous est propre. Soit nous créons, et peu importe la création que nous déposons, soit nous œuvrons, auquel cas, il faudra prendre l'artiste. Il est là, parce que l'artiste en chacun sauvera le monde, les amis. You can't hold me down. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don. Pour accéder aux masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse.